Elle est gynécologue obstétricienne, grande spécialiste du cancer du sein, tout le monde le sait. Et donc cette séance était un peu organisée dans l'esprit de la gynécologie obstétrique. Et donc on est très honoré de recevoir ici nos collègues, en particulier Patrick Rosenberg, qui a coordonné l'organisation de cette session dédiée à l'obstétrique. Patrick Rosenberg. Et donc notre secrétaire perpétuel va introduire notre ami Jean-Claude Coffinal, qui va faire le résumé de la séance précédente, parce que toutes les semaines, nous organisons un résumé de séances précédentes, et donc qui était dédié à l'intelligence artificielle en chirurgie. Voilà. Albert Claude a tout dit. Donc, je passe la parole à Jean-Claude Coffinal, qui va nous résumer la semaine dernière, la séance de la semaine dernière, qui a été remarquable, Extraordinaire. extraordinaire. Il n'y a qu'un reproche que je lui fasse. C'est que l'intelligence artificielle, ça ne vous apprend pas à faire des diapositives lisibles. Ah, celle-ci est très belle. Alors, oui. Et donc, j'espère que pour compléter la présentation de Jean-Claude, qui est le président de la commission innovation de l'Académie nationale de chirurgie et qui organise depuis 3 ans maintenant le grand congrès dédié à la chirurgie 4.0. Et donc, nous sommes en préparation du futur congrès qui aura lieu en début 2026. Je vous dis qu'il dit toujours tout. Bon, merci et bonjour, Monsieur le Passe-Président, cher coordinateur, Madame la secrétaire, mes chers amis académiciens. Attends, je peux pas les passer une? Oui, bon, c'est bon. Voilà, alors la séance était sur l'intelligence artificielle. On a 5 orateurs et on a choisi des orateurs qui représentaient véritablement les problématiques ou les éléments actuels importants. Le premier, c'était Patrick Caillé, qui s'occupe de génétique chromosomique et moléculaire à la faculté de Bourgogne et qui a une qualité tout à fait particulière, c'est que depuis 5 ans, il organise la formation des jeunes à l'intelligence artificielle, une acculturation qu'on essaye de faire, nous, tous les jours. On a essayé de monter un certain nombre de choses, mais lui, il l'a fait vraiment en profondeur. Son DU est devenu un DIU avec des collaborations internationales, avec tous les topics. Voilà, je veux dire, pour ceux qui veulent se former, moi j'ai essayé de voir ce qui existait. Il y a vous devez le savoir, il y a 2 masters, hein. Il y a un master à Saclay et un master par l'école vétérinaire. Et pour les deux, je veux dire, c'est voilà, c'est très sélectif pour rentrer dans cette formation qui normalement devrait être une formation de maternelle. Il organise un datathon où il y a toujours 150 à 200 personnes avec un compte-rendu, avec des éléments excessivement importants qui ont été créés par les jeunes participants. Et là, il a avancé avec un partenariat avec l'école d'intelligence artificielle en santé. C'est la seule école mondiale actuellement qui est au CHU de Montréal. Et là, je vous invite, il y aura le 16 mai, la première journée d'intelligence artificielle génératives qui seront aux Hospices de Beaune et on aura la chance aussi, on aura Franck Mouton comme invité, qui était, vous le savez, le président de France Biotech, mais qui maintenant est le chef programmateur de l'INSERM. Alors après, on a notre petit chouchou. Notre petit chouchou, c'est Sami Barit. Sami Barit, elle a eu le prix de l'Académie pour les innovations chirurgicales. Et voilà, il passe son temps, il a été formé en Belgique, il est actuellement en neurosciences et en neurochirurgie à Marseille et travaille en permanence avec l'université de Berkeley en neurochirurgie et surtout en intelligence artificielle appliquée à la neurochirurgie. Alors j'ai mis simplement des dessins, c'est tout, pour vous dire sa découverte initiale, parce qu'il y a 4 ans environ, c'était vraiment avant tout le monde. Il a compris qu'on pouvait partir des grands systèmes de modèles, les LLM, pour les adapter en faisant une librairie particulière avec je veux dire, des composantes très particuliers. Il permettait de faire un outil tout à fait spécialisé pour les spécialités chirurgicales qu'on puisse appliquer à la fois à la recherche, à la clinique et à l'enseignement.
Voilà, il a fondé une société qui s'appelle Science, mais avec se.org. Allez sur son site, vous verrez beaucoup de choses en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Et il nous montre en dessous sur une série de diagnostics très complexes en neurochirurgie. Voilà, les performances humaines, bien sûr, avec du temps pour faire le diagnostic et quasiment en temps réel en mauve, le diagnostic et les performances de son système d'intelligence artificielle. Après, quelqu'un qui nous est proche aussi, Romain Contsari, que vous connaissez bien, je pense que c'était très intéressant de voir cette histoire, c'est-à-dire ce travail qui est fait avec l'Institut Imagine, parce que il- cette- ce travail qui permet, je veux dire, à partir des photos face et profil, de sortir, je veux dire, un diagnostic de maladie rare, euh, a été fait grâce, c'est ça qui est très intéressant, à la base des photos qui ont été gardées à Necker depuis des années et des années. Ce qui fait que la base fondamentale pour l'intelligence artificielle, c'est d'avoir l'ensemble des données. Donc, il y a des données excessivement importantes. Donc, vous irez voir son topo, c'est formidable. Et ça va être, je veux dire, euh, un service en ligne, une plateforme en ligne, hein, pour laquelle on pourra faire les photos des enfants et découvrir, voilà, et éventuellement faire un diagnostic bien avant, 5 ans ou 10 ans avant que ce diagnostic puisse être fait. Ce qui est fantastique, je crois, il faut retenir quelque chose de fantastique, parce qu'il y a des choses, des petites choses là-dedans qui sont capitales dans chacune de ces présentations, c'est qu'on passe de quelque chose de phénotypique à une certitude génotypique derrière. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. En général, c'est un peu l'inverse qu'on fait, hein. Donc là, on a vraiment un renversement complet, je veux dire, de la connaissance dans ce domaine. Et là, après, il y a les sorciers, hein. Les sorciers, c'est les deux de Caranx Médical. Alors, ils ont tout compris. Vous voyez le petit schéma en dessous. Moi, j'essaye de dire ça depuis 7 ans, 8 ans ou 9 ans, de dire la robotique. Alors, en réalité, la robotique, ça sert à quelque chose, ça sert à rien. La robotique, ça a un sens parce que c'est la plateforme véritablement numérique de l'ensemble des activités chirurgicales. Et je veux dire, on voit bien, et c'est bien, ce schéma le montre parfaitement, que c'est la combination de ces trois éléments, l'humain, le robot plus l'intelligence artificielle, qui fait que l'outil se propulse véritablement dans une autre dimension. Là, ça va aller très vite. Ta vie pilote, il y en a un qui est ingénieur, c'est Pierre Bettel, l'autre c'est un chirurgien digestif. Ils ont fondé Caranx, ils font plusieurs outils. Et là, je veux dire, ils font un TAVI qui se pose tout seul. Je veux dire, on fait une planification avant. Ensuite, bah, je veux dire, le cathéter est mis et puis l'ensemble se fait automatiquement. Voilà, ça monte, il y a un système de pilotage. C'est très astucieux, c'est ça qui est intéressant. C'est que dans les processus mécaniques et d'automation de l'intelligence artificielle et de la robotique, se mêlent maintenant de nouvelles applications et de nouvelles fonctionnalités qui existent dans d'autres domaines. Et en bas, vous voyez, hein, c'est pas la peine, vous le verrez, c'est quand on le fait sans rien, quand on le fait avec la réalité augmentée, et enfin, quand on fait le positionnement tout seul, c'est le dernier avec une marge d'erreur qui est inférieure au millimètre. Antoine Grohe, qui est directeur d'innovation chez Medtronic, là, j'ai mis, c'est un travail qui est fait collectivement avec les hôpitaux de Marseille. Je pense qu'ils le pilotent et je veux dire, qu'ils diffusent sur le plan européen aussi. Alors, pourquoi je l'ai mis? Pas du tout pour son topo, mais pour le schéma qui est là-dessus. Parce que c'est véritablement le schéma de fonctionnement. C'est celui qu'il faut comprendre. Et là, on voit quelque chose de très intéressant. On a vu comment les datas étaient sorties tout à l'heure de l'hôpital Necker. Là, les datas, elles sortent de ce que nous, les chirurgiens thoraciques, on met de côté depuis des années dans Epitor. Donc, on est capable de fusionner des données actuelles avec des données passées. Et vous voyez que ces données, on a à peu près l'ensemble ici de ce qui est là. On a les registres, hein, les repositories.
On a les données de l'imagerie par Synapse et Fuji, hein, l'autre c'est Visible Patient. On a d'un autre côté les datas des dossiers médicalisés, numérisés. Et enfin, c'est très intéressant, on fait rentrer l'ensemble du reste du dossier par de la reconnaissance sémantique et on a l'ensemble des datas qui passent dans la moulinette. Vous pouvez voir l'ensemble, vous verrez tout ça. Mais le plus important, c'est l'apprentissage fédéré. Ce qu'on insiste ici à l'Académie de chirurgie, c'est que la boucle numérique, on est en train d'essayer de la faire en chirurgie. Elle est faite dans quelques spécialités, mais elle sera, voilà, l'efficace. Le point important, c'est qu'elle s'ouvre à l'extérieur. Et elle s'ouvre à l'extérieur par l'apprentissage fédéré, c'est-à-dire par la mise en commun en temps réel de l'ensemble des datas. Vous l'avez ici, elle est marquée. Et ceci constitue progressivement des jumeaux populationnels qu'on peut comparer aux jumeaux du patient. Et leur idée, c'est de dire, eh bien voilà, on va faire revenir au moment de la RCP l'ensemble de ces données cliniques et de programmation. Et ensuite, je veux dire, un stade un peu plus avancé, mais qui est prévu dans le travail et qu'on comprend très bien, c'est d'avoir par rapport à ces jumeaux numériques, y compris de la programmation et du péropératoire, de la réalité augmentée en péropératoire, d'avoir des alertes ou des recommandations en péropératoire pour éventuellement changer de direction quand il faut changer de direction. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne séance.